6 années de vie paisible avec son fils s'effondrèrent en un instant, à cause d'une ecchymose sur le bras de la domestique. Mais cette marque apparemment anodine allait entraîner le millionnaire dans une terrible réalité que personne n'aurait pu imaginer. Lucia remonta doucement sa manche pour laver Ellie. Le petit garçon de 6 ans, assis dans une bassine en plastique sur le sol de la salle de bain à l'étage. Un large bleu s'étendait de son coude jusqu'au-dessus du poignet gauche. Juste à ce moment-là, une voix masculine chuchotée s'éleva de l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce qui t'est arrivé au bras ?» Lucia se figea et tourna la tête. Harold Lavelle était appuyé contre l'encadrement de la porte. Sa tasse de café à la main, le regard fixé sur son bras. Lucia resserra sa prise sur le gant de toilette et retira rapidement sa manche. « J'ai glissé en portant le seau à linge. » dit-elle rapidement, puis se pencha à nouveau pour frotter le dos d'Ellie. Le garçon, inconscient du changement d'atmosphère, affichait un large sourire. « Écoutez, monsieur Harold. Je suis un super-héros. » Harold ne répondit pas immédiatement. Son regard resta fixé sur la partie du bras qu'elle venait de couvrir, le genre de regard propre à quelqu'un qui a déjà vu quelque chose d'anormal plus d'une fois, mais n'en a jamais eu la preuve. Puis Ellie leva les yeux, l'air désinvolte et insouciant, comme s'il se souvenait de quelque chose d'insignifiant. « Hier, maman Lucia a pleuré parce que cet homme est revenu. » Les mots résonnèrent comme le léger tintement du verre sur la pierre, pas assez pour se briser, mais assez pour faire réfléchir n'importe quel adulte. Lucia regarda Ellie. Une lueur de panique dans les yeux. Harold se figea, mais ne demanda rien de plus. Il hocha légèrement la tête et dit « Viens dîner quand tu auras fini. » Puis il s'éloigna de la porte. Il descendit à la cuisine et se servit un verre d'eau fraîche. Des bruits familiers emplissaient l'espace, le doux bourdonnement de la hotte. Le cliquetis rythmique des couteaux et de la planche à découper venant de Lucia, le léger bruit des pas d'Ellie sur le sol. Mais rien de tout cela ne pouvait couvrir les pensées qui tournaient dans son esprit. Lucia avait toujours bien fait son travail, elle n'avait jamais causé d'ennui, ne s'était jamais plainte. N'avait jamais rien demandé. Mais elle n'avait jamais non plus partagé le moindre détail de sa vie privée. Et un bleu pareil ? Impossible que cela soit dû à un simple glissement de main. Il était pompier. Il avait vu plus d'accidents que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Ce bleu n'était pas récent. Les bords avaient déjà commencé à jaunir. Ce n'était pas seulement un accident de cuisine. Il l'observa tout au long du petit déjeuner. Lucia privilégiait sa main droite plus que d'habitude. Glissant subtilement sa main gauche sous l'ourlet de sa chemise chaque fois qu'elle cherchait à manger. Ellie était assis à côté d'elle, mangeant et gribouillant distraitement sur une feuille blanche. Harold jeta un coup d'œil à une porte grise et à une grande silhouette debout à côté. Il demanda « Qui dessines-tu » Sans lever les yeux, Ellie répondit. « L'homme qui se tenait à la porte arrière hier soir. » Harold se tourna vers Lucia. Elle ne dit rien. Sa main se figea brièvement sur la louche. Il n'insista pas davantage. Mais quelque chose en lui se transforma en un malaise qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, celui qui s'installait dans son ventre juste avant de se jeter dans un vrai feu. Ce soir-là, Harold entra dans son bureau. Il n'alluma pas la lumière. Il ouvrit son ordinateur portable et rembobina les images de vidéosurveillance du jardin. La veille, à 23h17 précise. Lucia apparut à l'écran. Son manteau était remonté jusqu'au cou, ses manches rabattues sur ses bras. Elle se dirigea rapidement vers la porte de derrière. Près de 3 minutes plus tard. Elle est revenue, un petit sac noir à la main. Elle n'a rien dit à personne, n'a alerté personne, et aucune vidéo ne la montrait ouvrir le sac. Le lendemain matin, Harold descendit à la cuisine plus tôt que d'habitude. Lucia faisait la vaisselle, sa main gauche évitant toujours soigneusement l'eau. Cette fois, Ellie dessinait à nouveau. Il ajouta une silhouette sombre debout sous un arbre, juste devant la porte. Il coloria la silhouette en noir, puis dit d'une voix douce et naturelle, « Je l'ai vu hier. Maman m'a dit de ne rien dire, mais j'avais vraiment peur. » Harold a demandé, « As-tu vu son visage ?» Non, juste son ombre. Lucia avait toujours le dos tourné tandis qu'elle frottait la vaisselle, mais Harold le vit, sa main serrait trop fort le verre, suffisamment fort pour produire un léger craquement. Harold ne dit plus un mot. Mais des questions commençaient à surgir, des questions auxquelles il devrait répondre lui-même le lendemain. Le ciel de l'après-midi brunait doucement sur les vieux avant-toits en bois.
Harold se tenait près de la fenêtre du bureau, suivant du regard la petite silhouette d'Ellie jouant seule dans la cour. Un garçon étrangement silencieux, contrairement à la plupart des enfants de 5 ans. Il ne faisait pas de bêtises, ne se plaignait pas. Il aimait juste dessiner ou rester assis tranquillement. Le regard perdu au loin. Harold tenait à la main un vieux dossier personnel, envoyé 8 mois plus tôt par une agence de placement de personnel domestique avec laquelle il avait déjà travaillé. Il avait déjà fait appel à leur service à plusieurs reprises. Ils envoyaient toujours des personnes de confiance, avec des documents complets et vérifiés. À cette époque, il revenait tout juste d'une mission humanitaire dans le centre du Vietnam après les inondations. Sur son bureau se trouvaient des piles de documents non signés et un projet scolaire inachevé en attente de révision. Il se souvenait avoir parcouru le dossier de Lucia quelques minutes seulement avant de le signer. La lettre de recommandation était solide, l'adresse claire et, surtout, la note en bas de page disait « Excellent avec les enfants. Auparavant, j'ai gardé des triplés pour une famille dans le Nord. » À l'époque, Harold avait simplement besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper correctement d'Ellie. Et Lucia semblait être le choix idéal. Il feuilleta à nouveau les pages. La lettre de recommandation tapée. Le CV tapé. Aucune trace manuscrite de sa part. La copie de la carte d'identité était une photocopie. La photo était à peine visible. Le formulaire médical était vierge. Harold fronça les sourcils. Même la signature à la fin était une image scannée, non manuscrite. Elle n'était pas perdue. Elle n'avait jamais existé. Il referma le dossier. Le vent frappait doucement la vitre, faisant bouger le rideau. Un malaise grandissant s'insinua dans sa poitrine comme une vague sans nom. Le vent effleura de nouveau la fenêtre. La pluie allait arriver. Cet après-midi-là, Madame Alma, sa voisine d'une colline plus loin, était passée déposer un bocal de confiture de prunes maison. En traversant la cuisine, elle dit d'un ton détaché, « Lucia me semble terriblement familière. Elle me rappelle une fille qui travaillait pour la famille Greyston, de l'autre côté de la colline, l'année dernière. Chose étrange, un soir, j'ai vu une ambulance arriver, le lendemain matin. La maison était en vente. Elle a disparu cette nuit-là. » Harold n'avait pas réagi sur le moment. Il avait simplement souri et hoché la tête, mais ce soir-là, il avait allumé son ordinateur et consulté les archives des journaux locaux de la région de Greyston datant d'1 an. Aucun rapport d'accident, aucune personne disparue. Aucune trace d'une employée nommée Lucia Alvarez dans leurs archives. C'était comme si elle n'avait jamais existé là-bas, ou sous un autre nom. Vers minuit, Harold descendit à la cuisine chercher un verre d'eau lorsqu'il remarqua une douce lumière provenant du bureau. Ellie était encore éveillée, assis au coin de la table, dessinant tranquillement. La feuille blanche scintillait sous la lampe. On y voyait la silhouette d'une femme, les mains liées, debout dans une pièce sans porte. Son visage était invisible, juste une ombre floue et griffonnée. Harold demanda doucement, « Qui dessines-tu, mon pote ?» Ellie ne leva pas les yeux. « J'ai vu ça en rêve. Mama Lucia était enfermée. Quelqu'un l'a enfermée dans une pièce sombre. » Harold s'assit en face de lui, sans rien dire de plus. Un instant plus tard, Lucia sortit du couloir, une serviette à la main. Elle se figea en les voyant là. Pendant 2 secondes. Personne ne bougea, mais ce fut assez long pour que leurs regards se croisent, un regard chargé de tension, comme si elle était arrivée au mauvais moment. Il ne parla pas. Elle ne demanda rien. Le lendemain matin, Lucia se leva plus tôt que d'habitude. Elle nettoya le jardin, lava les tapis et prépara un petit déjeuner complet aux 3 plats comme si de rien n'était. Mais Harold ne pouvait pas s'empêcher de monter et d'ouvrir le petit tiroir du placard du salon, celui où tous les employés devaient conserver leur contrat de logement temporaire, leur carte d'identité et autres documents nécessaires. Lucia n'était pas là. Pas même son carnet de vaccination. À son retour dans la salle à manger, Lucia remettait la carafe d'eau. Ellie était assise sur une chaise, dos à Harold. Lucia leva les yeux et croisa son regard l'espace d'une seconde, mais cette fois, elle ne le quitta pas. Elle le tenait, non pas par peur, non pas par évitement, mais avec une tristesse silencieuse, comme si elle le savait déjà. Il commençait à soupçonner quelque chose, et elle était prête à cela. Harold parla d'un ton calme. « Je vais en ville cet après-midi. Il faut que j'achète quelques affaires pour le jardin.
Lucia hocha la tête. Je vais rester ici avec Ellie. Alors qu'Harold se retournait pour partir. Il entendit un léger murmure derrière lui. Ellie parlait juste assez fort, comme s'il n'avait pas voulu le dire tout haut, mais voulait quand même être entendu. Maman a dit. Si quelqu'un me pose la question, je dirais que ce n'est rien. Mais je pense que c'est quelque chose. Les mots retentirent juste au moment où Harold entrait dans son bureau. Il s'immobilisa. La main serrant légèrement la poignée. Rien du tout. Mais c'était précisément ce qui rendait la chose si effrayante. Il y avait quelque chose de caché ici. Et peut-être était-il sur le point de le découvrir. La pluie martelait le toit en tôle tandis qu'Harold rentrait chez lui. Le vent claquait contre la porte d'entrée et faisait grincer doucement ses gonds. Il la referma, et pousseta l'eau sur les épaules de son manteau. Tenant toujours le dossier du notaire de la ville dans une main. Seule une lumière était encore allumée dans la maison, celle du salon. En passant, il s'arrêta. Lucia était assise sur le canapé. Somnolent, ses cheveux humides retombant librement sur ses épaules. Sa tête était penchée sur le côté, épuisée, et Ellie, le petit garçon, était recroquevillé sous une fine couverture. La tête posée sur ses genoux, les yeux fermés. Sa petite main agrippa instinctivement le bas de sa chemise. « Ne repars plus, maman » murmura Ellie. L'air sembla se figer quelques secondes. Harold resta immobile, la main serrée autour du dossier. La pluie dehors s'intensifiait. Lucia ouvrit les yeux. Son regard croisa le sien comme une piqûre d'aiguille. Doucement. Elle desserra l'étreinte d'Ellie, le déposa sur le canapé et sortit de la pièce sans un mot. Harold la suivit dans la cuisine. Aucun des deux n'alluma la lumière. L'horloge murale tic-taquait sans interruption. Une légère odeur de thé persistait dans le thermos encore chaud. Il vient de t'appeler maman, se tourna Lucia, les yeux tremblants. Il a dû rêver. Ce n'est pas la première fois. Lucia ne dit rien. Je t'ai demandé un jour si tu avais des enfants. Tu as dit non. Parce que je n'ai plus le droit de dire ça. Cette phrase le figea net, non pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de la façon dont elle les prononçait. Ni colère, ni déni, juste du chagrin. Le genre de chagrin que porte quelqu'un qui s'est habitué à ne plus pouvoir s'accrocher à ce qui lui appartenait autrefois. Je te le demande encore une fois, qu'es-tu pour ce garçon? Lucia baissa la tête, posant ses deux mains sur la table comme si elle se rendait. Je ne suis que la femme de ménage, monsieur Harold. Et avant cela, je n'étais encore que ça. Puis elle le regarda, les yeux vitreux, comme si elle venait d'avaler quelque chose de trop gros pour être exprimé par des mots. S'il vous plaît, ne me posez plus de questions. Car si je dis la vérité, quelqu'un devra disparaître. Harold ne dit plus un mot, mais il ne put la quitter des yeux pendant le reste de la nuit. Après que Lucia eut bordé Ellie, Harold entra dans la petite bibliothèque où il conservait tous les documents d'adoption. Il ouvrit un tiroir verrouillé derrière l'étagère et en sortit le vieux dossier. Sur l'acte de naissance original. L'espace réservé au nom de la mère biologique d'Ellie avait été barré à l'encre noire avec tant de soin qu'à moins de regarder attentivement sous une lumière blanche intense. On ne remarquerait pas la faible écriture en dessous. Il approcha le papier de la lampe de bureau. Sous l'encre, les lignes effacées de l'écriture transparaissaient encore à travers un nom. La première lettre était « L ». Harold se figea. Sa main serrait le bord de la page. Un coin de la partie ancrée commençait à se décoller légèrement. Comme si quelqu'un avait tenté de cacher ce nom sans parvenir à l'effacer complètement. Il prit une loupe et la tint près de lui. La lettre suivante apparut lentement. U, puis c'est Lucia. Ce n'était pas le nom complet, mais suffisamment pour comprendre que le document avait été falsifié. Quelqu'un avait délibérément tenté d'effacer le lien entre Ellie et la femme qui cuisinait. Nettoyait et chantait pour l'endormir chaque soir, telle une vraie mère. La pluie n'avait pas cessé. Le tonnerre grondait faiblement au loin. Harold se renversa dans son fauteuil. Serrant toujours son journal. Ce qui le saisit n'était pas la colère. C'était quelque chose de bien plus complexe, quelque chose d'indéfinissable, un sentiment tremblant de malaise. D'incertitude et de peur. La peur d'avoir vu cette femme tous les jours sans jamais vraiment savoir qui elle était. Il se leva, prêt à quitter la pièce, mais dès qu'il atteignit la porte, il s'arrêta. Un nouveau dessin d'Ellie était collé sur le réfrigérateur, probablement par Lucia plus tôt dans l'après-midi.
Harold s'approcha. Sur le dessin, une femme tenait un enfant debout à côté d'une voiture dont la portière arrière était ouverte. Le ciel était noir. Dans la vitre de la voiture se reflétait la silhouette sombre d'un homme de grande taille, au visage flou. Harold se figea, sa poitrine se serrant. Ellie ne savait pas encore écrire. Mais dans le coin du tableau, il avait griffonné maladroitement 4 mots tremblants. N'emmène pas maman. Et le lendemain matin, tout avait changé. La paix qui régnait autrefois dans cette maison avait été remplacée par une tempête. Ce matin-là, personne ne parla au petit déjeuner. Harold déposa les œufs dans son assiette. La main légèrement tremblante, mais il s'efforçait de garder son calme. Lucia versa du lait à Ellie, comme toujours. La seule différence, c'était ses yeux, ils étaient légèrement gonflés. Comme si elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Ellie ne remarqua rien. Le petit garçon raconta joyeusement son rêve de la nuit précédente. Il y avait un renard qui parlait. C'est grâce à lui que maman est venue me trouver, mais quelqu'un l'a emmenée et elle est revenue en courant. Mais je me suis réveillé. Harold jeta un premier coup d'œil à Lucia. Elle ne détourna pas le regard. Elle ne se cacha pas. Elle soutint simplement son regard, lasse mais silencieuse. Quand Ellie s'est enfuie pour jouer dans le jardin, Harold a parlé doucement sans la regarder. Nous devons parler. Dans le bureau, Lucia hocha la tête. Elle ne demanda pas pourquoi. La porte se referma derrière elle. Dans la pièce, on n'entendait que le tic-tac de l'horloge murale, ainsi que la douce lumière du matin qui tombait sur le bureau. Harold se tenait près de l'étagère et la regardait droit dans les yeux. J'ai vérifié les dossiers. Ton vrai nom a été effacé. Et Ellie, il t'appelait maman. Lucia s'assit, les mains posées sur ses genoux. Elle les serra brièvement, puis les relâcha. Je suis désolé. Harold ne répondit pas. Il n'attendait pas d'excuses. Il attendait la vérité. Lucia leva la tête. Sa voix était rauque. Je suis la mère biologique d'Ellie. Son vrai nom est Hélène. Elle parlait lentement, distinctement, chaque mot transperçant l'air comme une aiguille. Je n'avais même pas 19 ans à l'époque. Ma mère était décédée. Je vivais avec mon beau-père, Arthur Nolan. C'était une figure respectée en ville, œuvre caritative, parrainage, fonds de soutien aux mères célibataires. Tout le monde lui faisait confiance. Harold serra les poings. Toujours silencieux. Je suis tombée enceinte pendant ma dernière année. Il m'a dit qu'il m'aiderait, qu'il garderait le secret, mais je n'en savais rien. Elle serrait ses mains fermement. Les yeux perdus dans le vide. Il a drogué mon eau. Je me suis réveillée dans une clinique privée. On m'a tendu des papiers disant que j'avais renoncé à la garde. Il y avait même une signature. Il ressemblait exactement au mien. Harold fronça les sourcils. Tu l'as signé? Lucia secoua la tête. Non. Mais ils savaient tout falsifier. Ils m'ont menacé, si je parlais. Mon bébé serait enlevé le soir même, et je ne saurais jamais s'il était vivant ou mort. Sa voix se réduisit à un murmure. Ils m'ont enfermé pendant 2 ans dans un soi-disant centre de rééducation de la personnalité. Personne n'est venu me voir. Pas d'avocat, personne du tout. Harold se renversa dans son fauteuil. La pièce semblait se refroidir. Je me suis échappé après un incendie. Quand ils ont rassemblé tout le monde dans les camions d'évacuation, j'ai changé de nom et je me suis caché. Et puis tu as trouvé Ellie. Lucia hocha la tête. J'ai retrouvé sa trace grâce à de faux dossiers d'adoption d'agences de placement rapide. Un vieux médecin qui travaillait dans ce réseau de trafiquants est mort accidentellement. Son ordinateur contenait une liste de parrains, et le vôtre y figurait. Je savais que vous n'étiez pas impliqué. Ils ont utilisé votre nom, votre réputation, pour faire passer Ellie dans des centres de transition et donner une apparence légale à l'adoption. Lucia baissa la tête. J'habite dans le coin depuis un moment. Au calme. Mais un jour, j'ai vu Ellie brûler de fièvre, et personne n'était là pour essuyer la sueur de son front. Je n'en pouvais plus. Alors je suis venue et j'ai demandé à travailler comme femme de ménage, juste pour être un peu près de lui chaque jour, comme s'il était toujours à moi. Harold la fixa longuement. Puis se dirigea vers la fenêtre. Dehors, Ellie pataugeait dans les flaques d'eau laissées par la pluie de la veille.
Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Lucia remonta lentement sa manche. Un bleu profond se dessinait clairement sur sa peau. La veille, quelqu'un m'attendait derrière le supermarché. Il m'a murmuré, si tu ouvres la bouche, je te le ramène sous tes yeux, et cette fois. Tu ne survivras pas assez longtemps pour t'en empêcher. Harold resta silencieux. Lucia parla à nouveau, à peine plus aucun murmure. J'ai reconnu sa voix. Arthur Nolan. Il ne m'a pas lâché. Il contrôle toujours tout. La pièce devint complètement immobile. Lucia se leva, la voix creuse. Je ne te demande pas pardon. Je veux juste voir mon enfant grandir, même si c'est de loin. Harold ne répondit toujours pas. Il reconstituait tout, le premier jour de Lucia à la maison, ses hésitations à chaque fois qu'elle parlait à Ellie. La nuit où il l'avait surprise en train de s'essuyer le front alors qu'il avait une légère fièvre. Elle n'était plus une femme de ménage. Elle était mère. Une mère qui avait tout perdu et qui s'accrochait au dernier lambeau de ce que cela signifiait d'en être une. Lucia se dirigea vers la porte. Je partirai avant qu'Ellie soit assez grand pour se demander pourquoi sa mère n'a pas le droit de le serrer dans ses bras en plein jour. Harold serra les poings. Puis, juste au moment où elle posait la main sur la poignée de porte, il dit doucement, « Demain, on fera un test ADN. » Lucia se figea. Elle se retourna, les yeux écarquillés. Comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Puis, elle hocha légèrement la tête et sortit de la pièce, chaque pas lent et pesant. Harold se rassit, seul. La pièce lui semblait plus grande, plus vide, plus froide. Sur la table, il rouvrit le dossier d'adoption d'Ellie, celui qui lui avait autrefois apporté la tranquillité d'esprit. Tamponné et scellé avec toutes les autorisations légales. Non, Ellie arriva. Photo du nourrisson. Vérification par une agence de protection de l'enfance. Il avait cru à tout cela autrefois. Car chaque feuille de papier semblait correcte. Mais il voyait maintenant ce qui lui avait échappé. Le sceau était légèrement décalé. La date d'enregistrement de naissance ne correspondait pas à la date d'admission à l'hôpital, ni à la signature celle du docteur Laurent Solderman, l'homme décédé 2 ans plus tôt. Harold resserra sa prise sur le document, sachant que ce n'était que le début. Le lendemain matin, la cuisine était inhabituellement silencieuse. Pas de vaisselle qui s'entrechoquait. Pas d'odeur de pain grillé ou de café fumant comme tous les jours. Harold ouvrit la porte de la salle à manger. Ellie était assise seule devant un bol de céréales froides. Le regard vide fixé sur un verre de lait plein. « Où est Lucia » demanda Harold, même si un profond malaise commençait déjà à l'envahir. Ellie ne leva pas les yeux. « Je n'ai pas vu maman de toute la matinée. » Harold tourna les talons et monta rapidement à l'étage. La porte de la chambre de Lucia était entr'ouverte. Il la poussa. Ce parfum familier, doux comme des fleurs sauvages séchées, flottait encore dans l'air. Mais quelque chose clochait dans la chambre. Les couvertures étaient en désordre. Le matelas était de travers. Un des pieds du lit s'était brisé, comme si quelqu'un s'était cogné dessus. Une lampe de chevet gisait par terre, brisée. La porte du placard était grande ouverte. Quelques chemises éparpillées négligemment. Ce n'était pas comme ça que Lucia tenait sa chambre, pas du tout. Harold s'agenouilla. Sous le bureau, une profonde éraflure traçait le parquet. Un long sillon se dirigeait vers la porte, comme si quelqu'un avait été traîné dehors, résistant jusqu'au bout. Son cœur se mit à battre la chamade. Il se précipita en bas et sortit en courant. La porte de la grange était grande ouverte, le vent la claquant contre le mur avec un grincement grinçant, comme un cri. Dans la terre humide, il y avait des traces de traînées dans la boue. Et un morceau déchiré de tissu couleur crème, tout comme les chemisiers que Lucia portait toujours, était accroché à un clou près du cadre de la porte. « Lucia » cria Harold. Mais seul le vent répondit. Il se précipita dans la maison, directement là où Ellie était toujours assis. « Qui est venu ici hier soir » Ellie ne leva pas les yeux. Son regard semblait lointain. Froid et lointain. « Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. » Harold s'accroupit et saisit doucement l'épaule du garçon. « Ellie, dis à monsieur Harold si quelqu'un est entré dans la maison. » Un silence. Puis, d'une petite voix tremblante, comme effrayée par ses propres mots, Ellie murmura, « J'ai entendu maman pleurer. » « Alors, dit-il, cette fois, tu ne reviendras pas.
Harold recula comme s'il avait été choqué par l'électricité. Cette fois, tu ne reviendras pas. C'était le genre de menace que Lucia avait décrite un jour, froide comme l'acier. Arthur était venu. Il ne l'avait pas seulement prévenu la dernière fois. Il était revenu. Et cette fois, il avait un plan. Harold attrapa son téléphone, les mains tremblantes. Dans ses contacts figurait un nom qu'il n'aurait jamais pensé devoir rappeler après toutes ces années, Aaron Black. 3 sonneries. Puis une voix féminine, grave et rauque, répondit. Harold. Ça fait longtemps. J'appelle si tôt. Tu ne viens pas voir ce que j'ai pris au petit déjeuner, si? Erin, j'ai besoin que tu viennes à la maison. Quelqu'un a disparu. Lucia? Oui. Et je ne pense pas que ce soit une disparition ordinaire. Il y eut un déclic. Aaron avait soit éteint son ordinateur portable, soit fermé un dossier. Je serai là dans 30 minutes. Sécuriser les lieux et ne laisser personne toucher quoi que ce soit. Harold raccrocha. Ses mains tremblaient encore. Pour la première fois depuis des années. Il se sentait complètement déconnecté, non pas à cause de ses affaires, ni de lui-même. Mais à cause d'une femme avec qui il vivait depuis plus d'1 an et qu'il n'avait pourtant jamais vraiment connue. Une mère qui avait autrefois perdu son enfant et qui maintenant lui était à nouveau arrachée. Le vent dehors s'est levé. La fenêtre a heurté le cadre en bois. Sur la table, le petit dessin qu'Ellie avait fait 2 jours plus tôt, un homme debout derrière la vitre d'une voiture a glissé du réfrigérateur et a atterri face contre terre. Harold se pencha et le ramassa. Au dos du papier, une nouvelle ligne était écrite légèrement au crayon. Ellie avait dû l'ajouter la veille. 4 mots, il est revenu à nouveau. Et ce n'était que le début. Que ferait Harold ensuite? Aaron arriva en moins de 20 minutes. Son SUV couvert de poussière s'arrêta juste devant l'entrée principale. Les mêmes cheveux courts et ébouriffés. La vieille veste en cuir et ses yeux plissés comme s'il pouvait voir à travers les masques des gens. Elle ne serra pas la main. Elle jeta simplement un coup d'œil autour de la maison avant de dire catégoriquement « Montrez-moi la scène ». Harold la conduisit au 2e étage. Erin ne dit rien en voyant la chambre de Lucia. Mais s'accroupit près du sol, éclairant chaque éraflure avec sa lampe torche. Lorsqu'elle aperçut une empreinte de boue partielle ou une semelle épaisse, des bottines hautes, elle se figea. Il y avait certainement du dragage, et celui qui le faisait était plus gros que celui qui était traîné. Elle leva les yeux vers Harold. Lucia est petite, non? Même pas 50 kilos? Erin hocha la tête. Ce n'était pas un cambriolage. C'était un enlèvement ciblé. Ils se sont installés dans les écuries. Erin resta un long moment devant la porte, balayant les gonds avec sa lampe. Il y avait des traces d'huile fraîche, pas celles que Lucia aurait appliquées. Sur le sol en terre battue, une étrange dépression. Comme si quelque chose de lourd avait été déposé, puis soulevé. Y a-t-il des caméras ici? A-t-elle demandé. Harold fronça les sourcils. Oui, mais je ne les ai jamais vraiment utilisées. Ils retournèrent à la salle de contrôle. L'équipement était obsolète, mais le disque dur fonctionnait toujours. Aaron a filmé à 2 heures du matin. L'image était granuleuse mais suffisamment claire. Un homme grand et coiffé d'une casquette entra dans l'écurie par le portail de derrière. Puis la vidéo passa au couloir du 1er étage. Il utilisa un objet dans sa main pour déverrouiller la porte. Monta directement à l'étage et disparut hors champ. Erin a ralenti la lecture. Il connaissait cette maison. Sans hésitation, sans recherche. Il est allé droit vers sa cible. Puis vint le dernier segment, 2h38 du matin. Il traînait Lucia dans les escaliers. Elle se débattait, mais il la frappait violemment à la nuque. Puis il la porta à travers l'écurie et disparut dans l'obscurité. Erin resserra la sangle de son casque. Je confirme. Je l'envoie à un vieil ami de mon unité. Ils ont un logiciel de reconnaissance de porte. On pourrait peut-être l'identifier. Harold fixait l'écran. Il ne pouvait détacher son regard du moment où Lucia était traînée dans le couloir. Juste sous l'escalier où elle appelait Ellie pour le petit déjeuner chaque matin. Erin ferma l'ordinateur portable, sa voix s'aiguisa. J'ai besoin de savoir. Comprends-tu vraiment à quel point tu es impliqué dans l'adoption d'Ellie? Harold resta assis en silence pendant un moment, puis expira. Je ne suis pas sûr. Il y a 6 ans.
Un membre d'une fondation caritative m'a présenté le cas. Il s'agissait d'un enfant orphelin suite à une catastrophe naturelle. Ils avaient besoin d'une famille d'accueil, juste temporaire. J'ai accepté d'aider. J'ai signé des papiers pour parrainer le programme, mais je ne pensais pas que cela faisait partie d'un processus d'adoption. Erin fronça les sourcils. Tu as toujours ces documents? Harold hocha la tête. Il ouvrit un classeur et en sortit un vieux dossier soigneusement relié. Erin feuilleta les pages. Tout semblait ordinaire jusqu'au dernier appendice, une petite ligne imprimée disait « Autorisation spéciale de garde en vertu des dispositions d'urgence ». Erin leva les yeux, son visage pâle. Ce programme a été fermé en 2018. La presse a révélé plusieurs cas où des enfants ont été placés en famille d'accueil temporaire et n'ont jamais été rendus à leurs parents biologiques. Harold se redressa comme s'il était secoué par l'électricité. « Tu dis que j'ai accidentellement aidé à voler Ellie à Lucia. » Erin hocha lentement la tête. C'est fort possible. Ces gens avaient besoin d'une personne aussi réputée que vous pour servir de relais juridique et obtenir la garde de leur enfant. Ils ont utilisé votre signature pour transformer une simple transmission en sauvetage officiel, et Lucia a été contrainte de renoncer à ses droits. Harold se leva d'un bond. Non. Non. Je ne savais pas. Je pensais faire ce qu'il fallait, aider. Aaron posa sa main sur le dossier. On t'a utilisé, et de ce fait, tu portes une part de responsabilité. Mais tu es aussi le seul à pouvoir aider Lucia maintenant. Harold baissa les yeux sur ses mains, les mêmes mains qui avaient signé des documents qu'il n'avait jamais vraiment lus. J'ai élevé Ellie pendant 6 ans, et pendant tout ce temps, je l'ai éloignée de sa mère. Aaron resta silencieux un moment, puis parla doucement. Lucia est toujours en vie. Si elle ne l'était pas, ils auraient abandonné son corps la nuit dernière. Ils l'ont retenue pour lui imposer une autre signature, cette fois certifiée par un notaire, afin de la réduire au silence à jamais. Harold s'affaissa sur sa chaise, le visage impassible. Mais cette fois, le choc avait disparu, remplacé par une détermination froide et ferme. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Juste à ce moment-là, Ellie entra dans la pièce, serrant son ours en peluche, les yeux gonflés et rouges. « Tante Erin, est-ce que ma mère revient ?» Harold serra doucement l'épaule du garçon. « Elle est. »« Je te le promets, » marmonna Ellie d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Quand elle reviendra, je ne ferai plus semblant de dormir. » Harold se tourna vers Erin, le regard fixe. D'une voix basse mais résolue. « Aide-moi. Ce soir, si cet homme revient, je veux être la première personne qu'il verra. » Erin hocha fermement la tête, une promesse silencieuse passant entre eux. Sachant que pour la première fois, il n'aurait pas l'occasion de fuir. Harold s'arrêta devant le palais de justice du comté de Claymore. Le vieux bâtiment de granit se dressait devant lui. Lourd et imposant, sa présence pesant sur ses épaules comme le poids de l'histoire elle-même. À ses côtés, Erin sortit la première, décidée, sûre d'elle, n'ayant besoin de personne pour lui ouvrir. Elle portait un épais dossier sous le bras, une arme de poing dissimulée sous son manteau, et des yeux qui avaient vu bien trop de choses pour se fier aveuglément à la justice. Harold la suivit à l'intérieur. N'étant plus le millionnaire endurci qu'il était autrefois, il se sentait désormais comme un père réticent. Marchant sur la corde raide entre un passé brumeux et incertain et un avenir encore plus trouble. Le bureau des archives était enfoui au cœur du palais de justice. Faiblement éclairé par une faible lueur jaune qui perçait à peine l'épaisse poussière qui recouvrait les rangées de classeurs vieillissants. Un homme chauve nommé Clark leva les yeux vers eux. La voix rauque de fatigue. Sans hésiter, Erin prit la parole. « Nous avons besoin de l'acte de naissance original d'Ellie Riva, né le 14 mars 2018 à l'hôpital Henderson Memorial. » L'homme tapota silencieusement sur son clavier, une minute entière s'écoulant sans un mot. Puis il secoua lentement la tête. Aucun nom de ce nom n'est enregistré. Erin fronça les sourcils. Les sourcils froncés de frustration. Recherche par le nom de la mère. Lucia Marisol Riva. Même date. L'écran resta vide, vide de toute trace. On n'a qu'un acte d'adoption déposé le 2 mai 2019. Erin dit sèchement, imprimez-le. Le document apparut, les bords déjà jaunis par le temps, le sceau officiel pâle et à peine lisible. Erin sortit une loupe et l'examina attentivement. Dans le coin inférieur gauche, là où aurait dû figurer un code d'identification hospitalier certifié, il n'y avait qu'une seule ligne indiquant «
idée d'enregistrement hors ligne. Certifié par le personnel médical. Erin tapota légèrement le code avec son stylo, d'une voix ferme mais teintée d'incrédulité. Il n'y a aucune trace de naissance, dit-elle doucement. Ce qui signifie que cet enfant a été créé sur papier. La voix d'Harold se bloqua dans sa gorge, tremblante. Tu veux dire qu'Ellie n'est jamais née là-bas? Alors qui a rédigé ces documents? Aaron saisit le code dans son système de vérification interne. Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra brusquement. Le code DRH 482, émis par Daniela Choro, avait été suspendu en raison de son lien avec 3 disparitions de nourrissons en 2019. Harold serra plus fort le volant, la froide vérité s'installant profondément. Et moi? J'ai pris Ellie dans un programme qu'il exécutait. Aaron resta silencieux un instant, puis parla d'une voix douce. Harold, te souviens-tu du premier jour où Lucia est arrivée ici? Il hocha légèrement la tête. Elle portait un vieux manteau et parlait très peu. Je pensais qu'elle avait juste besoin de travail ou une femme normale. Rien d'inhabituel. Et Ellie m'a impressionné. Harold marqua une pause, le souvenir lui revenant comme une vieille pellicule. Lucia entrant dans la cour ce matin-là, Ellie courant vers elle non pas comme un enfant curieux saluant un inconnu, mais comme quelqu'un qui perçoit quelque chose de profond et d'instinctif. Le garçon lui avait serré la manche, s'était blotti contre elle, et Lucia était restée figée, les lèvres tremblantes, sans jamais se dégager. Je pensais que c'était juste une coïncidence, murmura Harold, la voix brisée. Un garçon sensible et une femme gentille. Le regard d'Aaron s'éclaira. Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'instinct du sang. Et tu l'as vu, Harold. Tu n'osais simplement pas y croire. Harold se renversa dans son fauteuil, les yeux embués de regret. Je pensais avoir bien fait quand ce programme m'a demandé de parrainer Ellie. Je n'ai pas lu les petits caractères. J'ai juste vu Ellie assis là, silencieux. Comme s'il attendait que quelqu'un vienne le chercher. Je pensais que ce quelqu'un, c'était moi. Mais c'était Lucia, dit doucement Erin. Et tu es involontairement devenu la porte qui l'empêchait d'entrer. Harold porta une main à son front, bouleversé. Il pensait dormir, mais en réalité, il était resté éveillé dans la pénombre de la bibliothèque. Lorsqu'elle entra discrètement dans la chambre d'Ellie, Lucia ne rangea rien. Elle resta là, le regardant dormir, puis murmura. Retenant presque un sanglot, s'il te plaît, ne grandis pas trop vite. Je n'ai jamais pu te tenir correctement. Pas une seule fois. Harold l'avait entendu mais que fit-il? Rien. Il ne sortit pas. Il ne demanda rien. Il resta silencieux, comme quelqu'un qui se dérobe à la vérité. Maintenant, la vérité ne lui donnait plus le droit de se taire. Il se leva et attrapa la carte. Prends la voiture et les munitions. On la ramène à la maison. Erin hocha la tête, le visage figé par la détermination. Mais juste au moment où ils atteignirent la porte, de légers pas résonnèrent derrière eux. Ellie, en pyjama, les cheveux en bataille, serrait son oreiller. Papa, appela-t-il doucement. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. Harold se retourna, la voix nouée. Ellie demanda à peine plus fort qu'un murmure, on va retrouver maman. Harold s'agenouilla pour le regarder dans les yeux. Je ne perdrai plus ta mère. Pas cette fois. Ellie ne dit rien de plus. Il hocha la tête et retourna vers sa chambre sans un mot. Mais alors qu'il disparaissait dans le couloir, Aaron regarda Harold. Tu as entendu? Harold fronça les sourcils. Entendre quoi? La façon dont il t'a appelé. Harold resta immobile. Pour la première fois. Un enfant l'appelait, papa, non pas à cause des papiers ou des circonstances, mais par confiance. Il laissa échapper un long soupir, lourd de poids et d'histoire, resserrant sa prise sur la carte. On la ramène à la maison. Et la vérité avec elle. Ils se dirigèrent vers la voiture. Dehors, le ciel s'était teinté d'un violet intense. Puis une autre voix les arrêta net. C'est lui qui donnait des bonbons à maman avant qu'elle aille se coucher. Ellie était assis sur la banquette arrière, les genoux serrés, le regard perdu. Comme s'il essayait de reconstituer les fragments épars d'un souvenir. Erin se tourna doucement vers lui. Ellie, tu te souviens à quoi ressemblait cet homme? Je le sais, murmura-t-il.
Il avait une cicatrice sur le nez et un cercle noir sur la main comme une montre, mais sans aiguille. Harold serra plus fort le volant. Tu as vu des lettres à l'intérieur de ce cercle? Ellie hésita, puis traça lentement 3 lettres de travers sur la vitre de la voiture. MHR. Harold murmura, Memorial Henderson Research, un centre de recherche privé qui finançait l'hôpital. Mais qui a fermé après une série de scandales. Erin expira doucement. Il reste un dernier endroit où les archives originales pourraient encore exister, les archives biologiques internes. Pas publiques, dit lentement Harold, mais suffisamment pour identifier chaque enfant exclu du système. Il le nomma soigneusement, le centre de stockage biologique de Colpinet. Avant qu'il puisse en dire plus, leurs regards se croisèrent, et aucun des deux n'hésita. Aaron ouvrit son téléphone. Prends l'armure et les armes. On va ramener la mère de cet enfant. Harold resta assis en silence, regardant Ellie s'assoupir sur la banquette arrière, ses lèvres remuant légèrement comme s'il rêvait de l'ombre qui emportait à nouveau sa mère. La nuit tombait comme un lourd rideau noir. Harold arrêta la voiture à environ 300 mètres du centre de Colpinet. Le bâtiment en forme de boîte se trouvait au cœur de la pinède. Plongé dans l'obscurité. L'ancienne enseigne Colpinet Biogen était pendue de travers, la moitié des lettres argentées étant écaillées. Erin portait un long manteau. Une oreillette Bluetooth à l'oreille et tenait un crochet électronique à la main. N'oubliez pas, dit-elle doucement, ce site n'appartient plus à l'entreprise. Il est sous scellé fédéraux. Mais personne n'est encore venu le saisir. Harold ne répondit pas. Son visage s'était durci. Êtes-vous sûr que les données sont là? Demanda-t-il doucement. J'en suis sûr, répondit Erin. Les réseaux de trafic organisés conservent des données biométriques complètes ADN, carnet de vaccination, photos originales pour pouvoir vendre un dossier d'identité complet à l'adoptant. L'imposante porte en acier émit un léger clic lorsqu'Erin brancha l'appareil. Ils entrèrent sans un mot. L'odeur du désinfectant les frappa comme un vent froid sur la peau. Des classeurs s'étendaient dans le couloir, en rangées numérotées, étiquetées selon les codes de l'hôpital. Erin se dirigea directement vers la section des archives de 2018. 4e rangée. Tiroir 147. Elle sortit un fin dossier étiqueté ERIVAS, I3147. À l'intérieur se trouvaient les résultats d'un test ADN, une image échographique et une puce vidéo intégrée dans une clé USB. Erin ouvrit son ordinateur portable et inséra la clé USB. La vidéo commença à être diffusée ou une vidéo de surveillance de l'hôpital Henderson Memorial, datée du 14 mars 2018, à 15h42. Une jeune femme fragile, Lucia, aux yeux rouges et gonflés, était allongée sur un lit d'accouchement. À côté d'elle se tenait un homme en blouse blanche, sa casquette enfoncée sur le visage. Lorsque l'infirmière sortit, l'homme sortit une petite seringue et injecta rapidement le produit dans le bras de Lucia. Son corps s'affaiblit presque instantanément, les yeux grands ouverts. Presque inconsciente. Puis une autre vidéo est apparue. Le nouveau-né a été emmené hors de la pièce sans papier, ni enregistrement. L'homme a placé le nourrisson dans une couveuse banalisée et a appuyé sur un bouton pour appeler un véhicule de transport privé. Erin zooma sur la vidéo. Le visage de l'homme apparut peu à peu, un visage qui détenait des secrets, un visage qui allait tout changer. Arthur Bennett, siffla TL, le beau-père de Lucia. Il coordonnait tout le réseau de transport d'enfants du Sud avant 2020. Le dossier indique qu'il a disparu après avoir échappé à un mandat d'arrêt fédéral. Je n'aurais jamais cru qu'il reviendrait. Harold grogna, où est-il maintenant? Erin a affiché une carte satellite. Il y a un signal de localisation de son véhicule. SUV noir, plaque CN3F41. Vu pour la dernière fois il y a 2 heures près de la frontière du comté de Corr. Zone isolée pleine d'entrepôts abandonnés. À ma place. C'est là que je cacherai quelqu'un avant de franchir les frontières de l'État. Harold expira brusquement. Alors, on y va. Non, dit Erin en secouant la tête. Les yeux toujours rivés sur la carte. C'est le lien central. Si nous arrivons, il tuera Lucia sans hésiter. Elle a immédiatement appelé le commandement de la police d'État. Je suis l'ancienne agente spéciale Erin Black. Je demande l'activation d'un mandat d'arrêt fédéral contre Arthur Bennett. Nous avons des preuves vidéo de crimes graves, enlèvement, falsification de documents et usurpation d'identité. Le véhicule est un SUV noir, immatriculé CN3F41,
en direction de l'autoroute 26, Crenshaw. La voix à l'autre bout du fil répondit sèchement. Demande confirmée. Des unités d'intervention rapide sont déployées à 3 intersections clés. L'air à l'intérieur de la voiture devint froid et immobile. Sur l'écran de surveillance, le point rouge se mit à se déplacer rapidement. Moins de 20 minutes plus tard, la poursuite commençait. 3 voitures de patrouille se sont approchées par derrière. Un autre véhicule a surgi en sens inverse pour lui couper la route. Arthur l'a repéré, a accéléré à fond et a dévié dans la voie opposée. Il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte aussi facilement, marmonna Erin. Au moment où Arthur s'engagea sur une route secondaire à un chemin forestier abandonné, un drone le localisa. Avant qu'il puisse réagir, un petit véhicule blindé percuta sa voiture, la forçant à finir dans le fossé. Le moteur s'éteignit. La portière de la voiture fut éventrée à l'aide d'un cutter hydraulique. Arthur resta assis derrière le volant, sans résistance ni cri. Il leva simplement la tête et fixa Erin du regard tandis qu'elle approchait. « Encore toi » dit-il d'une voix traînante. « Tu fourres toujours ton nez là où il ne faut pas. » Erin ne répondit pas. Elle brandit le mandat d'arrêt. Un policier s'est avancé et l'a menotté, répétant chaque mot. « Arthur Bennett, vous êtes en état d'arrestation en vertu d'un mandat fédéral pour enlèvement de mineurs. Fraude documentaire et coordination d'un réseau fédéral de traite d'êtres humains. Vous avez le droit de garder le silence. » Arthur jeta un coup d'œil à Harold, debout à quelques mètres. « Tu sais, » dit Arthur d'un ton presque moqueur, « je pensais que tu étais un bon pion dans ce jeu. Un homme riche, facile à contrôler. Mais Lucia est revenue, et ce gamin a tout gâché. » Harold serra les poings. Erin s'avança et tendit une clé USB au shérif. Cela contient une vidéo de l'entrepôt frigorifique datant de 2018. Le montrant en train de contraindre une femme enceinte à renoncer à ses droits parentaux. Sa voix est claire, son visage visible. C'est suffisant pour engager des poursuites au titre de l'article 249. Au niveau fédéral. Le shérif acquiesça et signa un ordre de transfert d'urgence. Nous allons le transférer dans un centre de détention de haute sécurité. Si tout ce que vous dites est vrai. Ce n'est pas un simple enlèvement. C'est le début d'un trafic impliquant plusieurs États. Arthur fut escorté jusqu'au véhicule blindé, encadré de près par 3 officiers. Il n'opposa aucune résistance, mais juste avant d'y entrer, il se retourna et regarda Harold d'un regard long et froid, comme s'il lui restait quelque chose à avouer. Harold resta figé. Ce n'est qu'après la disparition du véhicule derrière les arbres qu'il murmura à Erin, « Il sait où est Lucia, mais il ne parlera que s'il est poussé à bout. » Erin sortit discrètement son arme de son étui, le regard glacial. « Alors il est temps de le pousser jusque-là. » Tôt le lendemain matin. Le bruit des portes métalliques enfoncées résonna dans l'obscurité. La première pièce était vide, mais dans la seconde, au fond d'un étroit escalier en sous-sol. Ils trouvèrent 5 enfants maigres, silencieux, assis sur le sol en béton froid, les yeux écarquillés et terrifiés. Lucia n'était pas parmi eux. Erin et Harold arrivèrent quelques instants plus tard. Une petite fille d'environ 5 ans, tremblante, tira Erin par la manche et lui montra du doigt une lourde porte en fer verrouillée. « Elle m'a dit de me cacher sous la table » murmura la fille. Puis ils l'ont emmenée de force. Quelqu'un l'a poussée dans un camion blanc. « Combien de personnes l'ont emmenée » demanda Harold avec urgence. 3. L'un était grand et chauve. Ils ont dit, ne laissez pas cette femme tout gâcher à nouveau. Erin se tourna vers Harold. Mais les disques durs ont été démontés. Tous les enregistreurs ont été effacés. Du travail de pro. Un autre policier s'est précipité. Nous avons trouvé une pièce fermée, inoccupée. Mais il y avait du matériel médical, des perfusions et des taches de sang fraîches. Aaron s'agenouilla, observant les petites taches de sang sur le sol, puis regarda Harold. Preuve légale ou est disparaître pour de bon. Harold agrippa le bord de son manteau. Alors, elle est toujours en vie, mais il la force. Erin hocha la tête. Il faut qu'on bouge avant qu'il ne passe à l'étape suivante. Dans le centre de détention, à l'intérieur d'une salle d'interrogatoire fermée, Erin se tourna vers Arthur. Il resta silencieux. Ces jeunes ? Personne ne les recherche. Leurs casiers judiciaires sont déjà effacés. Erin se pencha plus près.
Mais il y a une personne que nous n'avons pas encore sauvée. Une mère. Et si elle disparaît cette fois, ce ne sera pas seulement toi qui seras accusé. Tout le réseau qui te soutient sera démasqué. Arthur haussa un sourcil, une lueur de changement dans ses yeux. Tu n'es pas obligé de parler, poursuivit Erin. Mais dès que j'attraperai un seul maillon de plus dans ta chaîne, tout ce système souterrain que tu croyais enfoui reviendra au grand jour. Dehors, Harold se tenait dans le couloir, les yeux fixés sur la liste des secours imprimée par le système. L'un des enfants, une fillette de 6 ans aux cheveux bruns, avait des yeux qui ressemblaient étrangement à ceux d'Ellie. Lorsqu'on lui posait la question, elle répétait sans cesse la même chose. Je me souviens de l'odeur de ma mère. Elle disait qu'elle reviendrait au lever du soleil. Harold sentit une douleur sourde le gagner. Il se souvint du premier jour où Lucia avait demandé à travailler comme femme de ménage. De la façon dont elle regardait Ellie lorsqu'il passait devant elle des yeux tremblants, comme si on ne s'accordait qu'un seul regard dans sa vie. Il se souvenait du jour où elle avait discrètement placé une veste sur lui pendant son sommeil, sans oser lui toucher le visage. Il l'avait vu à l'époque. Mais il n'avait pas été assez perspicace pour comprendre. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Ellie courut à sa rencontre. Mais contrairement à d'habitude, le garçon ne demanda pas de nouvelles de sa mère. Il posa simplement une petite main sur la table et dit doucement, « Si je suis sage, tu crois que maman reviendra ?» Harold s'agenouilla et le serra fort, jurant que son fils n'aurait plus jamais à poser cette question. Le centre de recherche Colpinet était niché derrière une étendue de pins vieillissants, à un endroit que les cartes satellites avaient autrefois marqué comme désaffecté. Mais Aaron savait que plus un endroit est oublié, plus il devient facile de cacher des choses que personne n'a jamais voulu voir. Le SUV s'arrêta à environ 300 mètres du portail en fer. Harold resta immobile, le regard fixé par la vitre embuée. Au-delà de cette porte, Lucia pourrait bien être là. C'est peut-être l'endroit où toute trace avait été effacée. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il ne pouvait pas laisser cet enfant perdre sa mère une fois de plus. Erin sortit la première. Son manteau drapé pour couvrir le sac à bandoulière en cuir dans lequel elle avait soigneusement emballé les dossiers et les preuves. L'équipe de soutien, travaillant en coordination avec les unités de surveillance civile, était déjà en position. Tout le monde est resté étroitement connecté via les communications. Aucune voix, juste l'écho des pas sur le sol et les battements du cœur d'Harold dans sa poitrine. Au deuxième sous-sol, une pièce aux parois vitrées. Derrière la vitre floue, Erin aperçut une femme. Lucia. Elle était assise, affalée contre la chaise, ses poignets attachés lâchement à ses côtés. Elle avait l'air épuisée, mais ses yeux étaient ouverts, toujours consciente. Un technicien de laboratoire se tenait à côté d'elle, semblant examiner des dossiers papier. Il n'y avait pas de cri, aucun signe visible de blessure. Mais quelque chose dans les mouvements maladroits et trop contrôlés envoyait un frisson dans le dos d'Erin. Lucia tourna la tête et ses yeux rencontrèrent ceux d'Harold. Tout est devenu silencieux. La porte s'est ouverte de l'extérieur. L'équipe de surveillance est intervenue, demandant un accès immédiat au dossier et émettant une suspension totale de toute recherche médicale impliquant des sujets sans identification légale vérifiée. L'homme près du bureau recula, sans résister. Aaron s'approcha tranquillement et défit les sangles qui fixaient les bras de Lucia. Lucia baissa la tête sans rien dire, mais des larmes coulèrent sur ses joues. « Lucia !» dit doucement Harold. « Peux-tu te lever ?» Elle hocha légèrement la tête, sa voix à peine chuchotée. « Ils ne m'ont pas fait de mal, mais ils m'ont gardé ici, en attendant une décision finale. » Erin s'est tournée vers l'équipe de soutien. Préparer une civière, procéder à une évaluation médicale sur place, puis transférez-la à l'hôpital du comté. Un membre de l'équipe a demandé. A-t-elle besoin qu'un membre de sa famille l'accompagne? Harold a immédiatement répondu, je serai à ses côtés à chaque étape. 3 heures plus tard. Lucia a été admise aux soins intensifs de l'hôpital Claymore. Son état était stable, mais les médecins ont indiqué qu'elle avait besoin d'un repos complet, d'un soulagement psychologique et qu'elle ne devait pas comparaître devant le tribunal pour le moment. Erin s'approcha du lit d'hôpital et s'assit à côté d'Harold. Nous avons suffisamment de preuves, des images de Colpinet, des documents de transfert de tutelle, des signatures falsifiées et des données du système de recherche. Tout concorde. Harold ne quitta pas Lucia des yeux pendant son sommeil.
Et si elle ne pouvait pas témoigner au tribunal? Erin ouvrit son dossier et en sortit un document. Mais parce que je suis resté silencieux bien trop longtemps. Ce matin-là, la salle d'audience du comté de Claymore était bondée. Tous les sièges de la galerie étaient occupés, policiers. Ce tribunal est actuellement en session pour le procès d'Arthur Bennett, accusé d'enlèvement, de falsification de documents, d'abus et de traite d'êtres humains. L'accusation a été menée par l'agent Erin Black, représentant l'équipe d'enquête fédérale. Le premier témoin appelé à la barre fut Harold. Il se tenait droit, serein. Je croyais offrir un avenir meilleur à un enfant orphelin. Mais maintenant, je comprends que j'élevais le fils d'une mère qui, désespérée, le cherchait en silence depuis des années. J'assume l'entière responsabilité de mon ignorance, mais je suis aussi témoin d'une vérité. Lucia n'a jamais abandonné son enfant. Le juge hocha la tête. Merci. Lucia n'était pas présente. Elle était toujours détenue dans un lieu sûr et tenu secret afin d'empêcher Arthur de la rejoindre pendant sa détention provisoire. Un médecin a ensuite été appelé à la barre. Après avoir examiné l'acte de naissance d'Ellie, il a confirmé que l'acte de naissance de l'enfant était falsifié. La comparaison des échantillons sanguins entre Lucia et Ellie montre une correspondance à 99,98%. Il ne fait aucun doute qu'elle est sa mère biologique. Finalement, un nom fut annoncé, qui fit tourner toutes les têtes vers la porte du tribunal. Ellie Riva, 6 ans, fut appelée à témoigner. La porte s'est ouverte. Ellie entra. La main serrée contre celle d'un spécialiste des traumatismes infantiles. Il portait une chemise blanche boutonnée et les cheveux soigneusement peignés. Il grimpa sur le siège du témoin, les pieds ballants au-dessus du sol. Le spécialiste lui fit un léger signe de tête, lui indiquant qu'il pouvait parler. Ellie se tourna vers Arthur, ses yeux, autrefois innocents, brillaient maintenant de quelque chose d'inconnu, de clair et de résolu. Je me souviens d'une fois où tu as fait tomber maman dans les escaliers. Il marqua une pause, puis ajouta. Et puis elle a disparu. L'avocat de la défense s'est levé pour protester, mais le juge a levé la main. Ellie a continué, il m'a dit que si jamais je le disais à quelqu'un, maman ne reviendrait jamais. Il s'arrêta de nouveau, puis sortit un petit morceau de papier plié de la poche de sa chemise. Maman a écrit ça pour moi avant d'être enlevée. Il le déplia. Mais ses yeux étaient plus froids que la pierre. Je l'ai fait pour l'avenir du garçon. Lucia ne savait pas comment l'élever. Elle était faible. Je voulais juste lui offrir quelque chose de mieux. Le juge a prononcé le verdict. Ce tribunal conclut que le défendeur a volontairement conspiré pour falsifier des documents et a infligé de graves préjudices physiques et psychologiques à Lucia Riva et à son fils. Nous ordonnons par la présente que le défendeur soit placé en détention à la prison du comté de Claymore dans l'attente de poursuites fédérales. Alors qu'il sortait de la salle d'audience. Chaque trait de crayon portait un fragment de souvenir, non plus les spirales frénétiques de la peur, mais des formes. Une petite maison, une porte ouverte. 3 personnes debout sous le soleil ou une mère aux cheveux longs, un homme aux cheveux gris, un enfant la main levée. Le bruit d'une voiture s'arrêtant à la porte fit lever la tête à Ellie. Harold sortit le premier, le visage tendu comme s'il essayait encore de gérer le poids de ce qu'il ressentait. La portière s'ouvrit. Lucia sortit. Elle paraissait plus mince. De légers cernes sous les yeux, mais ses yeux, c'étaient toujours ceux d'une mère fixée sur son enfant avec une concentration brute et instinctive. Ellie ne courut pas vers elle. Il la regarda. Ne pars plus, murmura Ellie, les lèvres tremblantes. Lucia le tenait, sa main posée sur sa nuque, le caressant doucement comme pour effacer tous les cauchemars qu'il avait déchirés. Harold se détourna, mais une larme réussit quand même à se glisser dans les lignes près de ses yeux. Ce soir-là, ils dînèrent tous les 3 en silence. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de mots. La nuit était tombée. Les lucioles matinales flottaient le long de la clôture en bois. Il regarda tranquillement la maison, puis se retourna. Lucia se tenait dans l'embrasure de la porte. « Tu n'es pas obligé de nous garder si tu ne le souhaites pas, dit-elle doucement. On ne sera pas un fardeau. » Harold resta silencieux pendant un long moment. Puis il ouvrit la porte arrière. Celle qui menait autrefois à l'ancienne salle de stockage familiale. « Je l'ai rénovée, dit Harold. 2 pièces, une grande fenêtre. Si tu veux, tu peux l'appeler chez toi. » Pas de musique enflammée, juste Lucia qui entrait,
s'arrêtant lentement sur le pas de la porte comme si elle envisageait le début d'un nouveau chapitre. Et puis elle hocha la tête. Cette histoire nous rappelle que certaines choses ne peuvent pas être vues avec les yeux, mais seulement ressenties avec le cœur. Lucia n'était pas une femme parfaite, mais elle a combattu le monde juste pour être près de son enfant. Et Harold, qui croyait autrefois en une paperasserie impeccable, a finalement choisi de croire en quelque chose de plus profond. Où le repousseriez-vous pour préserver votre sécurité? Et si quelqu'un de proche se sacrifiait discrètement pour vous, seriez-vous assez sensible pour le remarquer? Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'à la fin. Si cela a touché quelque chose de profond en vous, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et avant de partir, comment allez-vous ces derniers temps? Comment va votre santé, votre cœur? Si vous avez quelque chose en tête, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je les lis toujours. Et je suis là comme le serait un véritable ami.